cas, merci de nous accorder la parole aujourd'hui pour parler des travaux du FISAT et des différentes recommandations qui en découlent. Alors, la question de la sécurité routière, effectivement, est une question centrale du FISAT. Elle a déjà été traitée une première fois l'année dernière, mais cette année, elle a été remise au goût du jour. Vous verrez donc que, bien évidemment, c'est parce que cette question est récurrente et que les solutions idoines ne sont pas encore définitivement trouvées. Sur la question de la sécurité routière, il est important de relever un certain nombre de faits qui ont été présentés lors du panel en plénière sur ce sujet. Le premier fait, c'est le nombre de morts, beaucoup trop important au fil des années en Afrique. Je crois que dans la même lignée, hein, en Europe, on nous a parlé de 9 morts, 9 tués. Voilà, là où nous, on a jusqu'à 26 tués. Donc, c'est beaucoup trop. Et encore, il y a un autre facteur aggravant qui est la non-comptabilisation de certains tués de la route. Voilà, c'est un vrai drame. C'est vraiment un drame et il faut qu'on sorte de là. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été donnés, notamment le facteur humain, qui est l'un des facteurs les plus importants qui aujourd'hui endeuille la population, donc le comportement humain sur les routes. Le deuxième facteur qui vient après le facteur humain, c'est le facteur de l'entretien des véhicules. Donc des véhicules qui ne sont pas aux normes, des véhicules qui, quelquefois, sans papier. Donc quand un véhicule est sans papier, en général, c'est qu'il est mal entretenu, c'est qu'il n'a pas toutes les capacités requises pour être sur les routes. Donc ces deux facteurs-là sont à retenir, travailler sur l'humain, travailler sur le véhicule. Et les axes qui ont été mis en avant par les participants sont notamment une sensibilisation accrue des acteurs, donc de tous les acteurs, que ce soit les fêtières, que ce soit les gouvernements, mais la sensibilisation directement de nos populations, de tous les usagers de la route, qu'ils soient automobilistes ou qu'ils soient piétons, ou qu'ils soient juste des usagers connexes sur les routes. Donc cette sensibilisation-là a plus de civisme sur la route, plus d'indulgence, parce que quelquefois on a un comportement civique, mais on manque d'indulgence. Plus d'indulgence donc sur nos routes. Et puis, un autre aspect qui a été mis en avant, c'est la collaboration entre l'ensemble des services qui travaillent sur les routes ou autour des routes, mais aussi et surtout la collaboration entre États africains pour justement savoir quel est le modèle qui marche et puis s'impliquer auprès de nos confrères, leur donner les bonnes pratiques, leur reverser nos bonnes pratiques et que l'ensemble du secteur au niveau africain se parle et trouve ensemble des solutions. Bien entendu, la question de l'employabilité des jeunes, c'est une question d'une incroyable pertinence au niveau des États africains. Parce que l'Afrique a une population jeune. Vous avez cité 70% de moyenne. Hein. Quelquefois, je crois en Côte d'Ivoire, on est autour de 77%, dans d'autres pays un peu moins, etc. Quoi qu'il en soit, nous sommes autour d'une moyenne de 70%. Et la problématique de l'emploi des jeunes aujourd'hui est une problématique je dirais même de sécurité nationale. Voilà. Lorsque les jeunes n'ont pas de travail, c'est vraiment une bombe à retardement. Cette jeunesse active, cette jeunesse qui, on sait bien, hein, la jeunesse africaine est très bouillonnante, pleine d'idées, très joviale, mais il faut faire attention. Parce que c'est une vraie opportunité pour nos pays africains d'avoir une jeunesse en aussi grand nombre en Afrique. Des pays d'Europe sont à la recherche de cette jeunesse. D'où, pour ce qui concerne le Canada, la politique d'immigration incitative pour des jeunes qualifiés qui viendront aujourd'hui redorer le blason et redresser un peu, les aider à maintenir le cap de leur économie et redresser les économies à long terme.
Nous avons une chance incroyable d'avoir une jeunesse nombreuse en Afrique, mais il faut faire attention pour ne pas que cette jeunesse-là devienne pour nous un fléau, un danger. Et nous avons trouvé opportun de pouvoir capitaliser sur la question de l'emploi des jeunes dans le secteur des transports, des infrastructures et de la logistique. Nous savons bien que les transports et les infrastructures sont au cœur de nos économies. Donc sans transport, pas de déplacement, pas d'agriculture, parce que les produits agricoles vont rester dans les régions, pas de transport, pas d'éducation, parce qu'il faut marcher des kilomètres et des kilomètres pour se rendre dans les écoles, même dans les hôpitaux, pas de transport, vraiment pas de vie pratiquement. Et dans ce secteur des transports, de façon spécifique, nous avons les différentes composantes. Il faut savoir qu'il y a les transports, donc les différents modes de transport qui s'appuient eux-mêmes sur des infrastructures à mettre en place, à construire, etc. Et sur toute une série de mesures logistiques qui font que le transport et les infrastructures deviennent viables. Et donc, c'est tout cet écosystème-là qui aujourd'hui est mis en valeur à travers l'employabilité des jeunes. Les jeunes ont vraiment une place prépondérante dans les transports. Tous les métiers des transports. Au niveau du transport routier simplement, que ce soit dans la conduite d'engins, que ce soit dans le transport de personnes, le transport de marchandises. Tout ça, ce sont des métiers où nous avons beaucoup plus de jeunes. Et nous avons de plus en plus besoin de jeunes. Mais attention, là où le bas blesse, c'est de la jeunesse, c'est quand on parle de jeunesse non qualifiée. Je ne parle pas de diplômés, je parle de qualifiés. Voilà. Quand on n'a pas besoin forcément d'avoir des jeunes surdiplômés, mais il faut avoir des jeunes qualifiés. D'où la problématique de la formation de ces jeunes, du renforcement de capacités. On a pu avoir des exemples précis lors du panel qui s'est appesanti à travers des politiques publiques, mais aussi des partenaires au développement, des bilatéraux et des multilatéraux qui soutiennent la question de l'emploi des jeunes dans le secteur des transports, notamment sur la conduite d'engins. Mais il reste beaucoup à faire et c'est sur tout ce qu'il y a à faire que nous avons essayé de mettre le doigt. Donc, il s'agit de la logistique. Donc, dans le secteur de la logistique, il faut des qualifications, il faut de la formation pour que les jeunes prennent leur place. Dans des métiers spécifiques tels que les métiers de l'aérien, qui sont des métiers pointus, quand on parle de pilote de ligne, quand on parle de mécanicien d'avion, c'est très pointu. Vraiment, c'est des sujets sur lesquels il faut faire très attention. Et c'est des formations qui, en général, coûtent cher ou qui se tiennent à l'étranger dans des pays développés. Il faille aujourd'hui que les États africains réfléchissent de plus en plus pour mettre en place, ici même dans nos pays africains, des institutions pour renouveler toute cette main-d'œuvre au niveau de ces secteurs sensibles, pour pouvoir renouveler ces cadres, tous ces cadres aujourd'hui dont la partie, en tout cas une grande partie est vieillissante, et qu'on puisse intégrer les jeunes dans ces nouveaux métiers. Nous avons de nouveaux modes de transport, par exemple le métro. De plus en plus, on parle de métro en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y a le métro d'Abidjan à venir. Au Sénégal, ils ont déjà leur métro. Au Nigeria, déjà, ils ont leur métro, etc., etc. Voilà. Au Maroc, ils ont le TGV, ils ont le métro, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. C'est aujourd'hui d'anticiper sur ces métiers d'avenir et de former la main-d'œuvre qualifiée dès à présent. Sinon, nous serons malheureusement dans cette problématique de recherche de main-d'œuvre qualifiée et les jeunes Africains ne pourront pas en bénéficier malheureusement car n'ayant pas la formation requise. Nous serons obligés d'importer la main-d'œuvre de l'étranger. Quelle place en définitive pour tous nos jeunes Africains? Autant de problématiques qui sont ressorties et qui aujourd'hui interpellent le secteur privé mais aussi le secteur public. C'est une question de responsabilité de nos États africains. Pour ce qui concerne les États développés, je pense que c'est la date de 2050 qui a été avancée.
Et à partir de 2050, les véhicules qui seront fabriqués seront tous des véhicules électriques. Bien évidemment, nous n'allons pas demander de passer du jour au lendemain aux véhicules électriques. Voilà pourquoi d'ailleurs nous avons mis en place ce drive avec la bonne dizaine de véhicules pour que le grand public vienne s'enquérir de ce que c'est que le véhicule électrique, pourquoi d'ailleurs un véhicule électrique, lever aussi les freins à cette envie d'utilisation du véhicule électrique. Par exemple, on se demande, bon, en Afrique, on n'a pas d'électricité, comment faire pour alimenter ces véhicules électriques? Des solutions existent. Nous avons eu la grande chance, voilà, que Dieu nous ait dotés du soleil. Ce sont des pistes d'énergie à utiliser. Mais il fallait vraiment mettre le doigt sur la problématique, montrer ce que ça peut être, donner les solutions, laisser l'occasion aux uns aux autres de poser des questions. En tout état de cause, il a été indiqué pendant le panel qu'il faille que les États africains mettent en place des mesures fiscales incitatives pour permettre aux acteurs justement de pouvoir importer des véhicules électriques qui soient accessibles à la population, à nos administrations et que, in fine, on puisse diminuer la pollution. Alors aussi, utiliser les questions de digitalisation pour favoriser justement l'avènement des véhicules électriques et des nouvelles technologies en général qui vont avec les véhicules électriques et en tout cas diminuer en tout cas l'impact carbone au niveau des pays africains. Alors, les questions d'intégration, vous savez, il y a plusieurs plans, plusieurs pans dans les questions d'intégration régionale. Donc, je crois que le président de la commission de la CEDEAO en a parlé. La première dynamique, c'est la paix. Garder la paix, qui elle-même va induire la sécurité, qui elle-même va aussi induire le développement, la croissance économique, etc. Mais le premier vecteur de développement, c'est bel et bien la paix. Donc, il faut préserver la paix. Ça, c'est la première des choses. Mais vous me direz peut-être que les projets de chemin de fer, notamment la boucle ferroviaire régionale, sont des anciens projets. Il faut dire qu'il y a aussi des questions économiques et des questions diplomatiques qui font que ça traîne un peu. Des questions économiques parce que c'est un chemin de fer régional. Et qui dit régional, ça veut dire la mise en commun des efforts, la mise en commun des politiques et la mise en commun des moyens financiers. Au niveau de la mise en commun des politiques, c'est ce que promeut le FISET. Se parler tous ensemble, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une sous-région et ensuite à l'échelle de l'Afrique tout entière pour résoudre des différentes questions. Deuxième élément, c'est les questions diplomatiques. Quand on assiste à tout ce qu'on voit dans la sous-région, malheureusement ouest-africaine, c'est prompt en tout cas à faire reculer les projets d'intégration régionale. Quand on a des pays qui décident de quitter la zone économique, quand on a des pays qui sont déchirés aujourd'hui par le djihadisme et par des coups d'État, il y a de quoi freiner l'intégration régionale et même la libre circulation des biens et des personnes. Alors, je ne vais pas anticiper sur le rapport qui n'est pas définitif à ce jour. Nous sommes encore en comité de relecture pour sortir dans les jours à venir le rapport qui sera remis à l'ensemble de nos partenaires et au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire notamment. Mais en substance, le bilan que nous pouvons faire du FISAT 2023 est un bilan positif. Nous avons eu notamment de hautes personnalités qui ont été mobilisées. Je parlais du Premier ministre Robert Begré-Mambé, ministre des Sports et du cadre de vie de la Côte d'Ivoire. Je parlais du ministre des Transports. J'ai parlé tantôt
du président de la commission de la CEDEAO. Nous avons eu le secrétaire général du ministère des Transports routiers et ferroviaires du Bénin qui était là. Nous avons eu des envoyés de plusieurs ministères dans la sous-région ainsi que des structures publiques et des structures privées qui sont venus de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Bien entendu, je ne vais pas occulter la direction du transport de l'UEMOA qui était également valablement représentée. Donc, bilan positif pour la qualité de tous ces partenaires et toutes ces personnalités qui étaient présentes. Bilan positif pour la régularité et la pertinence des différents panels qui se sont succédés et la qualité des experts qui les ont animés. Bilan positif pour ce qui concerne la visibilité même de l'événement. Donc, une forte présence des médias. J'en veux pour preuve votre présence aujourd'hui à nos côtés. Donc, les médias africains qui ont, en tout cas, adopté le FISAT et qui ont répondu présent à l'appel. Donc, grosse campagne médias, hors médias et digital. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Nous en voulons aussi pour preuve la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur public et du secteur privé qui étaient activement au FISAT jusqu'à son terme. Voilà, donc franchement, je pense que le FISAT 2023 aura été une belle réussite. Mais pour nous, organisateurs, nous savons bien qu'il y a un certain nombre de couacs qui n'ont pas vraiment été perçus par le grand public, mais que nous avons pu percevoir nous-mêmes. Et on se fera fort de faire davantage et de faire mieux pour le FISAT 2024. Merci beaucoup, Madame la Directrice. C'est moi qui vous remercie.